symposium Les Trois Sphères, nous avons beaucoup échangé sur la transformation numérique en santé. Concrètement, il est important de savoir comment impliquer les patients et les professionnels de santé dans les différents territoires. La Poste et l'Union régionale des professionnels de santé sont évidemment les mieux placés pour en parler. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir Delphine Mallet, qui est présidente de la Poste Silver Économie et Santé, et le docteur Laurent de Bastard, qui est médecin généraliste à Versailles et surtout coordonnateur de la commission Nouvelles Technologies de l'URPS. Voilà, David. Alors du coup, Delphine, on a beaucoup entendu parler durant les épisodes qu'on a vécus avec la crise sanitaire de Covidom, qui a été une solution très largement utilisée dans ce contexte de pandémie. Alors tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit, mais je pense que ça peut être réellement intéressant d'illustrer très concrètement le numérique en santé, ça mène quoi aux professionnels de santé, aux patients, et là pour le coup on a un exemple qui est très concret sur le sujet. Effectivement, Covidom, c'est une solution qui a été imaginée au départ en Île-de-France par l'URPS et la PHP, évidemment en lien avec l'ARS, et qui ensuite a essaimé un petit peu partout sur le territoire, mais avec une originalité sur l'organisation de l'Île-de-France sur laquelle on va revenir. Très concrètement, Covidom, c'est une solution digitale et c'est également en Île-de-France un plateau de télésurveillance. Sur la solution digitale proprement parlée, elle permet à un patient suspecté Covid ou Covid à domicile d'être suivi à travers des questionnaires très réguliers qui sont programmés dans l'application par un médecin qui peut être le médecin qui l'a enrôlé, un médecin généraliste, un médecin hospitalier ou par un plateau de télésurveillance, permettant également de générer sur la base des réponses aux questions un niveau d'alerte qui fait que le professionnel de santé qui suit le patient peut le rappeler pour prévenir un risque d'aggravation. Donc même tout seul à la maison, je ne suis pas tout seul en fait. Je reste Exactement. en lien avec mon établissement. Exactement. Alors les médecins, notamment généralistes, ont été très impliqués dans cette belle aventure. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi? Est-ce que ça vous a apporté? Oui, alors en effet, c'était une belle aventure. En fait, c'est quand même à l'origine, c'est la Poste et la PHP, enfin, qui avaient été à l'origine et qui nous ont sollicité pour rentrer dans cette expérience qui était assez unique et qui était celle qui a inclus le plus de patients au monde aujourd'hui. Il y a eu plus de 10 000 médecins qui ont inclus des patients. Il y en a eu, la moitié étaient des médecins libéraux. Et c'est ce qui a fait aussi la réussite de cette expérience et de cette prise en charge. C'est-à-dire au début de la crise, donc c'était... Nous, on avait rencontré l'AP fin février, début mars, où on voyait déjà que ça montait de façon très importante. Et donc, il y avait, à ce moment-là, il y avait un seul hôpital qui était la Pitié, qui enrôlait des patients sur Covidom. Ils nous ont demandé est-ce qu'on pourrait rentrer sur cet outil de télésurveillance. Et en effet, ce que vous disiez, l'intérêt, c'était quand on voyait à ce moment-là, il n'y avait pas de confinement encore, on voyait des patients, on ne savait pas trop ce que c'était, et on leur disait vous inquiétez pas. Et dans la seconde, ils étaient rentrés dans l'application. Avant de quitter le cabinet ou le service d'urgence, ils recevaient une notification et ils savaient qu'ils étaient pris en charge sur cette plateforme de télésurveillance. Donc à la fois le médecin était rassuré parce qu'il savait qu'il n'abandonnait pas ce patient, le patient était rassuré parce qu'il savait qu'on le prenait en charge, et en effet, ce qui était intéressant et ce qui a plu en effet aux médecins libéraux aussi, c'était que s'ils avaient envie, ils pouvaient garder la main et continuer à télésurveiller ces patients-là, c'est-à-dire recevoir les alertes 1 ou 2 fois par jour s'il s'agissait d'un patient avec un risque majeur ou moins important, ou avoir juste une notification, savoir en effet ce qu'il advenait de ce patient. C'est-à-dire soit il prenait la responsabilité en fait de suivre ce patient, c'est-à-dire médico-légal, et dire bon ben ok, chaque fois qu'il y a une alerte, c'est moi qui suit ces alertes et qui y répond. Soit c'était confié donc à une plateforme qui était à ce moment-là Picpus, qui était dans une école infirmière de la PHP, où étaient sur place donc un certain nombre de médecins, d'étudiants en profession de santé qui répondaient aux appels, qui pas répondaient aux appels parce que c'est une application, donc vous aviez des alertes, et là aussi il y avait différents niveaux d'alerte, et quand il y avait des niveaux d'alerte assez importants, sur un algorithme, ces patients étaient rappelés pour pouvoir les évaluer. Voilà. Et ça, il y a eu un retentissement direct sur le niveau de fréquentation des urgences? C'est ça, on a vu que ça a permis quand même d'éviter 37%, ça a été une étude assez précise de la paix, 37% d'activité en moins sur les services d'urgence et sur les centres d'appel 15.
parce qu'au début de la crise, on a vu que les centres d'appel étaient, enfin les centres 15, étaient complètement saturés, donc injoignables, parce que, donc avec des risques importants pour les grosses urgences. Donc il a fallu trouver de nouvelles organisations justement pour ça. Et donc ça a permis de désengorger le centre 15 et puis les services d'urgence qui étaient sursaturés par des patients dont on ne savait pas comment les prendre en charge, les suivre, etc. Et qui étaient très inquiets. Donc ça a été à la fois quelque chose qui a permis de rassurer les patients parce que dès le début, on a dit on ne savait pas trop, c'était... on savait globalement entre 8 et 10 jours, il y avait un risque d'aggravation. On a dit, vous inquiétez pas, vous allez renseigner tous les jours. Si ça s'aggrave, il y a quelqu'un derrière qui va vous appeler. Voilà. Donc c'était quand même quelque chose de très important et de rassurant pour la population. Vous attendiez une telle retombée sur la fréquentation des urgences? C'était un de vos buts? C'était effectivement un objectif prioritaire. C'était finalement d'outiller les professionnels de santé pour pouvoir suivre les patients. Et on est très vite monté en quelques semaines à 70 000 patients suivis. Donc il fallait un dispositif à domicile. Et en même temps, très vite, ce qui a fait vraiment le succès, c'est la mise en coordination avec la médecine de ville. Chacun a joué son rôle, une chaîne d'action et de responsables, qui a permis du coup effectivement de rassurer les patients en réalité. Et c'est surtout ça qui a fait le moindre afflux aux urgences. C'est une dimension très psychologique en fait. Oui. Tout ça, on a joué sur pas mal de ressorts, pas que le médical au sens classique du terme, mais aussi la dimension affective, psy, ça rassurait les gens. Moi, ce qui me surprend, c'est quand même cette combinatoire entre l'hôpital et le médecin libéral. Ça a plutôt bien marché là pour le coup. Ouais, c'était une grande réussite. C'est finalement aussi ce qui a préfiguré, on le sait, c'est-à-dire tout ce qui se met un petit peu et ce qui s'est mis pendant cette période de crise sanitaire en place, ça préfigure un petit peu l'organisation, on en parlera je pense après, l'organisation des soins dans le futur. C'est vrai qu'on a travaillé en confiance, il y a un vrai partenariat entre la PHP et puis l'URPS, donc qui est l'Union régionale des professionnels de santé, médecins, où voilà, on a essayé de, chacun de son côté, prendre en charge ces patients. Alors il y avait des patients qui étaient en effet asymptomatiques, il y en a eu quand même un certain nombre de patients graves qui étaient suivis, qui étaient maintenus à domicile parce que de la même façon, vous avez vu la vague de saturation des lits dans les services hospitaliers. Donc il y avait des patients qui étaient moins graves, qui étaient suivis aussi avec de l'oxygène à domicile dès la première vague, et puis des patients pour lesquels on a déclenché des SMUR ou des SAMU, si vous voulez, parce qu'ils s'aggravaient et donc qui étaient suivis donc, sur Covidom et qui étaient ensuite pris en charge dans les services hospitaliers. Et très concrètement, du coup, ça permet de baisser, par exemple, à l'instant T, la pression sur les lits d'hôpitaux, à peu près de combien? On arrive à déporter, du coup, un suivi vers le domicile, de quelle part de population? Alors sur la première vague, on n'a pas pu évaluer, alors moi j'ai pas les chiffres en tout cas de cette part-là, mais sur la deuxième vague, on s'était préparé à ça justement autour de Covidom, c'est-à-dire s'il y avait eu une deuxième vague qui nous avait submergés, qui avait complètement saturé les lits d'hospitalisation, c'est de les faire ressortir assez rapidement, une fois qu'ils avaient été évalués un certain temps, de pouvoir continuer à les télésuivre sur Covidom avec de l'oxygène à domicile s'ils ils étaient oxygéno-requérants sur des débits qui n'étaient pas très importants. Voilà. Donc on amène de la résilience dans le système, finalement. Oui, exactement. Avant de voir la pérennisation de cette belle expérience, je voudrais juste que vous me parliez de l'organisation. C'est quand même la première fois, avec cette épidémie, que des gens venant de milieux tellement différents travaillent ensemble. Parce que, bon, de votre côté, c'était les équipes médicales, mais vous, c'était des ingénieurs, c'était des informaticiens. Il y a des mondes qui se sont rencontrés, qui ne se rencontraient pas tellement auparavant. Oui, en fait, l'outil a été développé sur la base d'un socle technologique qui préexistait par une société qui s'appelle Nouvelle e-Santé, qui est désormais filiale de la Poste, et qui a conçu une suite informatique qui permet de faire du pré- et du post-hospitalisation, avec justement ce système d'interaction, de questionnaire, de délégation de tâches entre professionnels de santé et de lien avec le patient. Et donc en 3 jours, ça c'est vrai qu'on s'en souviendra longtemps, en 3 jours... 3 jours de travail pour de vrai. De travail, jour et nuit. La petite équipe lyonnaise de Nouvéal a mis en main, si je puis dire, Covidom aux équipes de la Pitié, c'est donc le premier établissement qui s'en est doté. Et puis les semaines qui ont suivi,
On est monté en charge. On a eu nos moments de ralentissement informatique qui ont duré quelques heures, mais avec des grands stress. Exactement, qui nous ont aussi permis d'éprouver la solidarité à ce moment-là, puisqu'on avait tous, il fallait que ça marche. Donc on a eu beaucoup d'aide et de support pour que tout fonctionne sur le plan des processus ou de l'informatique. Et on est même allé jusqu'à développer au début de l'été des modules complémentaires à Covidom, qui sont Covid Contact, qui porte son nom puisque ça permet de tracer les cas contacts, et Covisan, qui permet d'outiller des brigades, puisqu'on va parler organisation. Et en plus des médecins, il y avait ces brigades, notamment de la Croix-Rouge ou d'autres associations avec la mairie de Paris, qui allaient expliquer et aider les gens à s'isoler, livrer des repas, répondre à leurs questions pratiques, trouver éventuellement une place dans un hôtel. Et on a activé, du coup, depuis le début, avec, y compris ces modules d'organisation collective autour des patients, on atteint plus de 600 000 suivis sur cet ensemble applicatif. Donc effectivement, une organisation de start-up qui s'est retrouvée avec une vague, non pas technologique, mais de disponibilité immédiate et de montée en charge très forte. Et ensuite, une adaptation aux processus qui étaient eux-mêmes en train, en permanence, de se réinventer. Et vous, médecin, vous êtes parti, vous avez été avalé dans cette grande vague qui démarrait. Ça a bien marché parce qu'on a été intégré, justement, on était dans le comité de pilotage de cet outil, qu'on a été associé au développement, aux besoins, c'est-à-dire que ça n'a pas été uniquement un outil hospitalier. Et en effet, c'est ça qui a été la réussite, c'est-à-dire si tu étais uniquement quelque chose d'hospitalier, il y aurait eu beaucoup moins d'intégration, il y aurait eu les mêmes difficultés, etc. Et c'est parce que vraiment le monde libéral a dit c'est un outil qui convient parfaitement à notre besoin, qu'on est rentré dedans et que finalement ça a diffusé aussi à l'ensemble du monde hospitalier, parce que c'était au-delà de la paix, c'était sur les territoires du 78, 77, etc. Donc toute l'Île-de-France est rentrée sur cet outil, parce que c'était un outil qu'on avait en commun et sur lequel on pouvait partager. Ça fait boule de neige en fait, là pour le coup. Oui, exactement. Et après, ce qui était pas mal sur Covisan, c'était au moment du déconfinement. De la même façon, il a fallu voir comment déconfiner. C'est le sujet aujourd'hui aussi, du déconfinement. Et le monde libéral a été associé là-dessus parce que c'est vrai que on a intégré en fait le monde de la ville, parce que il y avait en amont donc Covidom qui est vraiment du sanitaire pur, et là on est sur le médico-social, sur l'organisation territoriale, l'organisation par quartier autour de ce qu'on appelle les CPTS, les communautés de professionnels, etc. Et avec les associations, la Croix-Rouge et tout le médico-social aussi, donc la mairie de Paris, les élus, etc. Donc c'est ces organisations en effet qui intègrent l'ensemble des partenaires en fait du monde de la santé et du médico-social. Donc ce nouveau système est-il amené à perdurer? Comment allez-vous le stabiliser, le développer? Comment vous voyez l'avenir? Alors déjà, il a fonctionné et les niveaux de satisfaction, que ce soit des patients ou des professionnels de santé, sont extrêmement élevés. Il y a, je crois, 84% des professionnels de santé qui recommanderaient l'outil au sens large, je pense. C'est l'outil plus l'organisation qui va autour. Et ça, c'est un point clé pour la pérennisation de ce type d'organisation. Ce que ça nous apprend, c'est que l'outil seul n'aurait pas fonctionné. Et il y a une organisation à l'échelle d'un territoire qui doit être pensée, qui est interprofessionnelle, ville-hôpital. Et donc ça, c'est quand même le sens de l'histoire. Donc il n'y a plus qu'à. C'est possible. En fait. Voilà, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et peut-être un sujet qui doit nous interroger, parce qu'on a de l'expérience à travers la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque avec une start-up qui s'appelle Newcard, ou même le télésuivi de malades chroniques, l'apnée du sommeil ou la ventilation. On a aujourd'hui beaucoup d'applicatifs verticaux, si je puis dire, par pathologie. Et donc se posera quand même probablement la question, ne serait-ce que pour les professionnels de santé généralistes qui doivent gérer différents cas de figure de patients parfois polypathologiques en plus, se posera la question d'une vision plus intégrative des futurs outils. Et pour le coup, moi ça résonne, un des points que vous avez évoqué, le fait que vous soyez approprié ces outils. Est-ce que finalement, dans l'état d'esprit du médecin libéral, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport au numérique? Est-ce qu'on a un regard maintenant un peu différent par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il a évolué? À quelle hauteur il a pu
évolué? Oui, alors on a vu en effet qu'il y avait, vous aviez avant la crise Covid par exemple, sur ce qui était la téléconsultation, on est passé d'un rapport de 1 à 100 en termes de nombre de téléconsultations. Donc il y a eu quand même une explosion de tout ce qui était outils numériques en ville, parce que c'est essentiellement des médecins de ville qui utilisent la téléconsultation. Donc vous voyez, un rapport de 1 à 100. Je voyais des sociétés comme Doctolib qui me disaient hier que c'était redescendu un petit peu. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de professionnels qui s'étaient désabonnés des solutions de télésuivi, enfin téléconsultation, pardon. Mais en effet, on a été contraints, c'est-à-dire il y avait tout le monde était confiné, tout était paralysé et on a été obligé de rentrer dans des outils. Donc ça a été quand même en effet préfigurateur encore une fois d'un nouveau mode d'exercice avec de nouveaux outils. Et comme disait Delphine juste avant, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est qu'on ne va pas pouvoir non plus multiplier 36 000 outils. C'est-à-dire qu'il faudra des outils qui soient assez polyvalents. Oui, et agile pour permettre de prendre en charge un petit peu toutes les pathologies. Donc on est en train de réfléchir à ces systèmes, ces modes de télésuivi pluripathologiques et qui permettront à la fois rassurer aussi les patients, les suivre. Il ne faut pas que non plus ça soit trop contraint, c'est-à-dire vous imaginez bien quand vous avez des maladies pathologiques, vous n'avez pas envie d'être suivi toute votre vie et tous les jours de répondre à des alertes, etc. C'est un peu lourd. Donc voilà, on est en train de voir pour avoir des solutions qui soient une seule, parce que en effet il y a des patients qui sont polypathologiques et puis les médecins ne vont pas avoir 36 000 solutions non plus avec 36 types de plateformes, ceux qui vont répondre sur les algorithmes de la même façon. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et qui ont été réfléchies à ce moment-là, parce que en fait il y avait autour de Covidom, il y a eu énormément de gens qui ont réfléchi, qui ont travaillé, et ça fédérait beaucoup de gens. Et puis beaucoup d'étudiants aussi qui ont compris l'intérêt, l'importance, parce que tous les étudiants de médecine, pharmacie aussi, etc., sont venus pendant cette période. Donc il y a eu quand même énormément de gens qui se sont investis sur ces gros appel d'air. On aura de plus en plus de geeks dans le domaine de la santé dans l'avenir, enfin, grâce à finalement, oui, grâce à cet événement. Sûrement, bien sûr, c'est-à-dire on a compris l'intérêt et l'importance. Après, on voit que le lien reste quelque chose d'important aussi, puisque on voit que finalement il y a moins de télésuivi, que sur les études qu'on a fait nous à l'URPS justement, sur la satisfaction, les professionnels étaient absolument ravis, par exemple de Covidom, l'indice de satisfaction était cet ordre de 90% et au-delà, donc ils étaient très contents de la façon dont ça s'était mis en place, de l'outil, etc. Donc du côté patient aussi, mais du côté professionnel aussi. Et puis ensuite, voilà, donc il y a toute une partie du futur où on peut se dire ils vont aller là-dedans, ils ont compris l'intérêt et l'importance de ça, mais on veut pas non plus, on veut garder le lien, le relationnel et finalement ce qui se passe avec la Poste, parce que c'est pour ça que la Poste aussi s'investit là-dedans, c'est le territoire et puis le lien avec des personnes. C'est-à-dire la téléconsultation, nous on promeut au niveau de l'URPS plutôt une téléconsultation qui est rattachée, c'est-à-dire ce sont des médecins d'un territoire qui vont téléconsulter des patients de ce territoire, et le patient, s'il y a un moment il a besoin, il pourra aller voir ce médecin. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est à 3000 km. C'est pas un inconnu. Voilà, c'est pas sur une plateforme anonyme où le médecin est anonyme, etc. C'est un médecin qui pourra voir ensuite, et c'est un petit peu ça, c'est cette proximité avec des outils qui permettent de faciliter l'accès aux soins. Et du coup, ça veut dire, Delphine, qu'on a besoin d'intégrer de plus en plus des briques de services dans une approche qui simplifie la relation numérique vers les patients et les professionnels de santé. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion d'y intégrer des services, pas que du digital, mais aussi des services tout court? On l'a vu avec l'exemple de Covisan, qui permet de coordonner l'action de professionnels ou d'associations dans le monde plutôt du médico-social. Donc on peut maintenant brancher des services et les coordonner. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup de coordination. Il y a le sujet de l'exercice coordonné de la médecine avec les CPTS demain. Il y a aussi la coordination ville-hôpital. Et il y a aussi la coordination avec tous les acteurs, les infirmières libérales, les prestataires de santé à domicile, les différents intervenants qui gravitent autour du patient et qui ponctuellement ou de manière régulière lui rendent un service. Et parfois, pour que le patient soit bien pris en charge, une vision plus coordonnée de l'information et la répartition des tâches, entre guillemets, et des rôles, faciliterait aussi le rôle probablement du médecin généraliste à qui on a dévolu la lourde tâche de la coordination autour du patient. Il faut probablement encore l'outiller un peu pour qu'il puisse la faire bien.
Et du coup, Delphine, si on se projette un peu, finalement, si on arrive à travailler sur cette logique de coordination territoriale, on a parlé de la santé, mais on pourrait très bien aussi mettre au service cette approche-là des seniors. Il y a des choses qui sont maintenant, je crois, autour de la perte d'autonomie, qui sont poussées au niveau mondial, notamment par l'OMS. Oui, ça fait le lien avec des sujets autour de la prévention, parce que non seulement les seniors sont souvent très concernés par les pathologies chroniques ou les séquences d'hospitalisation et donc de retour à domicile accompagné qui pourraient déclencher des services, mais on a aussi un mouvement porté par l'Organisation mondiale de la santé de promotion de la prévention de la perte d'autonomie par la détection précoce des fragilités, puisque la dépendance, une partie peut être évitable. Et donc, mettre en place des dispositifs, et c'est une bonne nouvelle, mettre en place des dispositifs bien organisés à l'échelle d'un territoire pour détecter les fragilités et faire rentrer dans un parcours adapté la personne, si bien sûr elle en est d'accord, parce qu'il faut aussi que le patient s'approprie son parcours de santé, avec l'aide des outils digitaux et cette chaîne d'intervenants, c'est possible, c'est à portée. Eh bien, donc, c'est quelque chose dont on reparlera bientôt. J'espère. Vous nous tiendrez au courant. Merci à vous deux d'être venus pour cette session. Merci à vous.